Est-ce qu'on est prêt au niveau des médias? Oui. Très bien. Alors, bonsoir à tous. Je déclare la séance ouverte et je procède d'abord à l'appel traditionnel. Frédéric Bessé est présent. Laurent Tarassi. Marielle Ernoux. Stéphane Hautecoeur. Estelle Sueur. Jean-Michel Mazet. Christelle Terre, absente excusée, pouvoir à Estelle Sueur. Peut-être. Alors, sont excusés. Sébastien Roth. Jean-Paul Recourt. Éric Muller. Eva Salvador. Marie-Annick Laroche. Sylvie Poyet. Valérie Véron. Absente excusée. Stéphane, pouvoir à Monsieur Hautecoeur. Fabiola Basselin est ici. Sandrine Marsal. Absente pour l'instant, mais peut-être en retard. Brigitte Dubois-Lombard. Absente pour l'instant. Renaud Pradinck. Il est présent. Jérôme Jean, absent, excusé, pouvoir à Fabiola Basselin. Caroline Legros-Humblot, absente. Excusez, pouvoir. Ah oui. Alors. Ouais. Attendez. Bon, on remet après. En tout cas, Laurent Salier. Absent, excusez. Christine Delafosse, présente. Sébastien Boguert, je l'ai vu. Magali Mrugalski est présente. Frédéric Bettencourt aussi. Michel Leverte, non. Et Pascal Ribouillard, non plus. Je regarde quand même dans leur direction. Ce qui nous fait 3, 6, 9, 12, 14, 18. 18 présents, plus 1, 2, plus 5 pouvoirs, ce qui fait 23 votants. Voilà, merci à tous. J'en profite pour vous dire qu'à la fin de cette séance, puisque c'est la fin de l'année civile et bientôt les fêtes, la municipalité offrira un petit verre de jus de pomme et quelques gâteaux secs à ceux qui se présenteront très nombreux pour rester. Et j'aurai une autre proposition à vous faire également. Ceci étant dit, nous avons en point 1 la désignation forcée d'un secrétaire de séance. Et peut-être que Jean-Paul Recourt, qui n'a pas souvent tenu ce poste important, accepterait d'être notre candidat. Il accepte. Acceptons-nous de le désigner. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est parti. En ce qui concerne le point 2, le procès-verbal de la dernière séance du 10 octobre, y a-t-il des des remarques ou des compléments? Je ne vois pas de demande. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Sur le point 3, les décisions du maire, vous le voyez, il y a un certain nombre de demandes de subventions.
le 10 juillet dernier pour la mise en œuvre de notre décision importante d'armement de la police municipale. Et il était important de créer un local armurerie extrêmement bien entendu, extrêmement bien défendu. C'est une subvention du conseil départemental qui est sollicitée. Les travaux sont de l'ordre de 15 000 €. De même, mais dans un domaine très différent, le sport, nous avons sollicité la Fédération française de football pour la remise en état, pour participer à la remise en état du terrain d'honneur du complexe Grousset. Le montant des travaux nécessaires était de 30 000 €. De même, le soutien de l'État a été sollicité au titre du nouveau fonds vert qui vise à favoriser les projets de transition écologique pour notre grand projet de maison de la petite enfance qui sera la dépense majeure de l'année 2024. On aura l'occasion d'en reparler. Ce qui s'explique par, vous le voyez, le montant d'opération à 1 100 000 €, donc c'est vraiment majeur, et ce qui explique que nous fassions feu de tout bois pour les demandes de subventions. Et là, c'est l'État sur le fonds vert, mais il y en a bien d'autres. Alors, pour le point d'après, conseil départemental de l'Oise pour les interventions décidées depuis 4 ans de professeurs en milieu scolaire. On espère avoir une partie de ce montant de 13 500 € qui correspond au salaire affecté des 2 enseignants d'école de musique qui interviennent. Je reviens, puisqu'on est dans un ordre chronologique, je reviens à la maison de la petite enfance où il y a aussi une demande de soutien à la caisse d'allocation familiale de l'Oise, dont on espère qu'elle puisse financer environ 20%, 15% de la somme globale. Ensuite, dans le cadre toujours de cette maison de la petite enfance, c'est le conseil départemental pour un montant de 90 000 € espéré, et une autre en fait, c'est la même décision qui a été annulée au bout de quelques jours et remplacée. Donc, c'est le même motif. Ensuite, 30 novembre, on passe à la page d'après. L'État, via le service départemental de l'architecture et du patrimoine, qui est le service qui porte l'architecte des bâtiments de France, qui nous veut toujours du bien. Et là, c'est un projet de grille à la gauche de l'abbatiale pour défendre le jardin, on va dire, est de l'abbatiale pour un montant de travaux de 18 000 €. Ensuite, on remonte sur la hauteur de la commune pour le complexe Pascal Grousset avec un projet de remplacement du système alarme anti-intrusion, mais aussi de contrôle d'accès pour 20 000 €. Donc là, c'est le conseil départemental qui est sollicité. Le même conseil est sollicité pour des études de faisabilité préalables aux travaux de rénovation du parvis de l'hôtel de ville, qu'il convient enfin de traiter puisque les pavés accusent leur âge. Avant-dernière décision, l'État, à nouveau au niveau du fonds vert, pour des travaux de rénovation énergétique des ateliers des services techniques, en termes d'isolation. Et enfin, la préfecture de l'Oise, l'État, donc, via une dotation de soutien à l'investissement local pour les mêmes ateliers des services techniques. Voilà, donc il y a un gros travail de recherche de subventions. On espère bien qu'une bonne partie va être couronnée de succès. Voilà, alors je vais passer à une séquence finance, et plutôt c'est Laurent Tarassi qui va prendre la main pour les points à partir du point 4. L'approbation du PV, je l'ai faite rapidement, mais je pense. Donc, très bien, on enchaîne par le point 4. Et il s'agit d'une décision modificative. C'est la décision modificative numéro 3.
En fait, nous avons fait des nouveaux travaux d'investissement qui correspondent à la réfection complète de la toiture des anciens logements Jean-Baptiste Clément, là, entre les deux écoles, l'école ex-maternelle et l'école ex-élémentaire, qui maintenant font à L2 une école primaire. Et au milieu, il y a des bâtiments. Donc, il y a une réfection de la toiture pour 42 000 euros. Et dans le cadre de la nouvelle nomenclature qu'on avait votée ensemble, la M57, maintenant, nous devons considérer les amortissements pour chaque investissement dès le premier jour de la dépense. Donc, il a fallu faire des aménagements et vous pouvez voir ça dans les tableaux. Vous avez 3 tableaux en fait qui suivent. Le premier, c'est la dépense d'investissement. Et en fin de compte, l'argent qu'on récupère de ce qu'on n'a pas réalisé. Donc il y a une petite partie qu'on avait mis dans le compte 2005 mairie qu'on ne dépensera pas cette année de 20 000 euros et dans bâtiment d'hiver 25 à 22 000 euros. On retrouve bien les 42 000 euros qu'on va dépenser pour cette toiture. Et ensuite, nous avons toute la partie associée aux amortissements que l'on retrouve dans les dépenses de fonctionnement et aussi dans les recettes d'investissement. Donc, vous avez tous les petits chapitres qui correspondent à ça à hauteur des 20 000 euros et dans les dépenses de fonctionnement également à 20 000 euros. Voilà. Tout ceci fait que les comptes sont parfaitement équilibrés après cette décision modificative. Voilà. Le Conseil est appelé à en délibérer. Merci Laurent. Y a-t-il des questions sur ces dépenses modificatives, des votes? Oui, monsieur Bettencourt. Approche-toi du... Rénovation énergétique. Ah, attendez, on va brancher. Vas-y. Vous voyez, oui, des travaux de rénovation énergétique sur les bâtiments techniques, c'est-à-dire? C'est pour la décision modificative, on revient en arrière, c'est ça? Non, non, juste sur les demandes là, qui étaient sur les. Il y avait deux lignes sur des rénovations, de la rénovation énergétique. Alors, on avait voté au budget la possibilité de... Alors, à l'heure actuelle, au niveau des services techniques, on a des ateliers qui sont dans des hangars, sans aucune isolation, avec des systèmes de radiants chauffés au gaz. Donc, c'est c'était notre plus gros budget, pratiquement gaz, au niveau bâtiment. Et donc, on a décidé de créer des blocs au niveau d'isolation au niveau de chaque atelier, de façon à ce que chaque atelier soit complètement isolé, et de changer le système de chauffage pour avoir une chaudière haute performance avec un système de chauffage à radiateur beaucoup plus efficace et moins consommateur d'énergie. Donc c'était ce qu'on avait présenté au budget au mois de février. Et donc les travaux sont en cours. Donc la chaudière a été changée. On n'a pas encore basculé puisque tout ce qui est isolation n'est pas terminé. Elle sera même terminée au courant janvier. Donc voilà. Donc pour avoir à la fois des meilleures conditions de travail pour les équipes dans les ateliers et surtout en même temps faire des grosses économies d'énergie. Juste pour que tout le monde comprenne. Donc, il y a DM et DM. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de 2 demandes de subvention pour des décisions du maire. Et là, ta question était sur les décisions du maire ou sur les décisions modificatives Non, sur les décisions du maire, mais c'est vrai que je vais pas le... D'accord. Donc, c'était le point d'avant. Mais tu as ta réponse, j'espère. Et là, on est sur les décisions modificatives, c'est-à-dire ce qui a vraiment été dépensé à la fin 2023 et qui n'était pas tout à fait prévu au budget, en fait. Donc là, toi, tu as répondu sur ce qui est déjà prévu ou ce qui n'est pas encore fait, puisque les décisions du maire, c'est bien des demandes de subvention sur des travaux qui ne sont pas encore lancés, en fait. D'accord. Mais qu'on fera en reste à réaliser en 2024. Voilà. Mais effectivement, c'est normal d'ajuster un peu le discours. Il y a des dépenses budgétées mais pas réalisées qui peuvent faire l'objet finalement d'un décalage sur l'année d'après. Et puis il y a des dépenses pas forcément budgétées mais qu'on doit réaliser. Et c'est pour ça qu'il y a des décisions modificatives. Une question d'Eva. Salvador, madame. Oui, je voulais savoir si dans ces travaux qui vont avoir, que vous prévoyez là du côté des services techniques, vous incluez les Algeco.
Non. Là, pour l'instant, on n'a travaillé que sur les ateliers. Les Algeco, on a fait des demandes pour, pour de l'isolation directement avec la société Algeco qui nous les avait installés. Et pour l'instant, ils n'ont pas grand-chose à nous proposer. Donc, il y a un gros travail à faire dessus et on n'est plus du tout dans les mêmes budgets. Et donc, pour l'instant, ce ne sont que les ateliers. Alors c'est un vrai sujet pour plein de raisons. D'abord parce qu'effectivement, ça fait partie des puits de perte de dépenses, enfin des puits de perte de pouvoir d'achat, puisqu'il y a une isolation insuffisante. Ce n'est pas une qualité de travail formidable pour les services techniques. Et puis, il y a l'aspect esthétique, où effectivement, on pouvait espérer de faire un bardage extérieur qui pouvait aussi être isolant. Et finalement, les modèles qu'on a ne s'y prêtent pas, si j'ai bien compris le discours. Donc pour l'instant, on est un peu en échec sur ce sujet et il va falloir trouver des solutions d'une manière ou d'une autre. On aura à reparler de ça dans les discussions d'orientation budgétaire 2024 qui donneront lieu aussi à une première vision de 2025 et 2026, c'est-à-dire la fin de mandat. Et la grande question, c'est est-ce qu'avec tout le reste, toute la liste importante de dépenses déjà envisagées et plus avancées que celle dont on parle, qui est pourtant nécessaire, est-ce qu'on pourrait se permettre de rajouter ça encore sur 2024, 25, 26 ? On arrive maintenant à un moment où effectivement, c'est plus simplement le moment de se dire c'est pour un peu plus tard. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir le faire sur ce mandat actuel, en fait, d'ici à la fin du mandat actuel. C'est pour ça que nous avons fait ensemble une série de 12 magnifiques réunions de commissions municipales pour vraiment regarder ce qui pouvait vraiment être envisagé d'ici au mandat et à la fin du mandat. Voir des idées nouvelles qu'on n'aurait pas eues dans notre programme, mais qui sont nécessaires. Voilà, je ne suis pas en train d'enrober ou de noyer, je suis en train de marquer le coup sur le fait qu'il y a une liste importante. Heureusement, il y a une liste encore plus importante de choses réalisées, mais il y a une liste importante de choses souhaitables non encore réalisées. Est-ce que vous vouliez donner d'autres précisions sur cette question ? Y a-t-il d'autres questions donc, sur ce point numéro 4 ? Oui. Là, tu y es. Là. Sur la couverture, c'est lié effectivement au fait que la société Tri-Énergie, c'est ça, va intégrer les locaux, plus une autre société peut-être. Alors, la toiture des anciens logements JB Clément, c'est effectivement d'abord un truc quelque chose qui était souhaitable, mais le besoin a été, je dirais, justifié encore plus par une demande urgente de deux entreprises locales qui cherchaient des locaux temporaires. On peut avoir une réflexion plus à moyen terme pour ces locaux qui concerneraient des services municipaux, mais à court terme, ça peut rendre service à des entreprises, et c'est vrai que la toiture est avec un petit peu d'analyse s'est révélé comme étant urgemment à refaire en fait, okay. ou sur laquelle il faut intervenir. Okay. Les meilleurs experts le savaient, c'est devenu plus évident quand on s'est rapproché du sujet. Elle est refaite complètement ? Non, c'est une intervention ponctuelle. Il change les bardeaux qui étaient abîmés. Et le bardage, par contre, en bétumé, entièrement refait, lui. Ah oui, donc c'est c'est même pas d'une couverture en dur. Non, à l'origine, c'était déjà comme ça. C'est des voliges avec par-dessus du bardeau bitumé. Donc, échanger le bois nécessaire à changer, il n'y en a pas beaucoup. Et essentiellement, c'est la partie bitumée qui est refaite entièrement. 42 000 €, c'est pas mal quand même. Très bien. Y a-t-il d'autres questions ? Aussi intéressante. Je n'en vois pas. Donc, par rapport au rapport présenté par M. Tarossi sur ce point 5, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Je vous remercie. J'ai dit point 5, non, c'est point 4. Donc, on passe au point 5 avec la délibération majeure de la soirée. Merci Frédéric. Oui, effectivement, chaque année, à cette même époque, nous votons la possibilité de mandatement des investissements dans la limite du quart des crédits que nous avions budgétés pour 2023. Et ça, c'est l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales qui nous permet de faire ça.
Donc, vous avez le détail dans le tableau qui suit de toutes les opérations, du montant qui avait été affecté à chacune de ces opérations. Et donc, vous avez le calcul du quart juste à côté, si bien que nous pourrions, si vous l'acceptiez, dépenser jusqu'à concurrence de 663 294 € jusqu'au vote du budget que nous prévoyons donc fin février, début mars. Voilà. Le Conseil, bien entendu, est appelé à en délibérer. Merci, Laurent. Y a-t-il des remarques sur ce qui n'est pas un chèque en blanc? On le redit chaque année. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Le point 6, un peu technique, mais Merci Frédéric. Donc le point 6, il s'agit d'actualiser les autorisations de programme et crédits de paiement, ce qu'on appelle aussi des APCP. Ça, c'est venu dans nos budgets à partir du moment où on avait voté la nouvelle nomenclature M57 et le vote du nouveau règlement budgétaire et financier pour la ville. Il nous est donc possible de maintenant mettre au budget des investissements pluriannuels, voilà, les APCP. Et nous avions affecté des sommes sur 2 projets. Le premier qui était la requalification de la rue d'Ardilière et le deuxième qui était la réhabilitation d'un bâtiment communal en maison petite enfance. Des sommes pour 2023 et 2024. Il se trouve que l'année étant quasiment terminée, les sommes qu'on avait prévues pour 2023 ne sont parfois pas celles que nous avions mis au budget en début d'année. Et puis, le travail ayant continué au cours de l'année 2023, il est aussi possible que le montant global prévu pour le projet ait évolué. Donc vous avez les anciens tableaux qu'on avait votés au budget en mars 2023 pour chacun des 2 projets, et vous avez la nouvelle répartition et réactualisation dans les 2 tableaux qui suivent. Si vous voulez un petit peu de détail des raisons des ajustements, par exemple la requalification de la rue d'Ardilière, il y a eu une actualisation due aux différents marchés que nous avons réalisés et sur les prix des travaux. Et ça a fait une augmentation de 19 000 €. Nous avons déplacé un poteau électrique qui est juste à côté de la grange que nous avons démolie puis reconstruite. Et ça, ce déplacement a un coût de 14 000 €. Il y a eu des travaux supplémentaires de voirie pour 13 000 € et une demande de subvention qui a été faite au département avec une prise en compte donnée par le département d'un plafond maximal de 400 000 € de travaux de voirie qui pouvaient être subventionnés. Donc tout ça a fait qu'il y a eu des nouveaux calculs et une nouvelle répartition dans cette APCP. Pour la maison de la petite enfance, nous avons également eu une actualisation du bilan financier qui a été fait par la DTO. Et donc, il y a notamment une prise en compte de 0,5% d'aléa qui est venue un petit peu s'ajouter. Et puis, une actualisation des différentes subventions que nous pourrions obtenir qui est venue aussi modifier les tarifs. Donc, vous voyez les nouvelles APCP. Si on détaille un petit peu, pour la partie Ardilière, en dépenses TTC 2023, 476 258,16 €. Et puis en 2024, 280 000 €. On imagine une subvention du conseil départemental à hauteur de 163 700, ce qui ferait une dépense nette sur ces 2 montants, sur ces 2 années, de 592 558,16 € pour la collectivité. Concernant la maison de la petite enfance, 137 231,39 € dépensés en 2023, ce qui était un peu différent de ce qu'on avait mis initialement dans la CPC initiale. Et en 2024, il resterait donc 1 187 579,41 €. Vous voyez toutes les subventions que l'on va essayer d'aller récupérer, concernant notamment l'État, avec la DSIL et le Fonds vert, concernant le conseil départemental et la CAF. Tout ceci fait que le montant du dessus, moins toutes les subventions espérées, ferait une dépense nette pour la collectivité pour ce projet Maison Petite Enfance de 419 103,80 €. Voilà. Le Conseil est appelé à en délibérer. merci Laurent. Y a-t-il des remarques, des questions sur ce sujet?
J'en profite pour répondre à une question qui était peut-être envisagée sur le point d'avant. C'est ça l'intérêt d'être dans la transmission de pensée. Le point d'avant, c'était les... Ouais, justement, j'en parle, j'en parle, Stéphane. C'était qu'en fait, le point d'avant, c'était uniquement 25% pour les investissements. Donc, et pas les frais de fonctionnement, et notamment pas les salaires, en fait. Donc, C'est un point qu'on doit voter également, non? Non, C'est pas concerné. non. C'est juste les investissements. De toute façon, on a de quoi payer les salaires. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais cette technique du 25% ne concerne que les investissements, parce qu'on peut se baser sur les dépenses d'investissement de l'année d'avant, en fait. Voilà. Non, on n'a aucun problème pour voter les salaires pour payer les salaires avant le vote du budget. Voilà. C'est une bonne question parce qu'elle ne s'est jamais posée et on n'a jamais envisagé de devoir faire un effort particulier pour voter les salaires, pour payer les salaires. Oui, C'est non. pas Alors, une question de difficulté pour les payer, c'est juste le fait de voter la possibilité de les utiliser alors que le budget n'est pas voté. donc, on est bien sur le point d'avant, hein, Sylvie, c'est ça, sur les Tout à fait. 25%. Oui, oui. Non, ça ne concerne que les investissements. Il nous est impossible de dépenser de l'argent qu'on n'aurait pas pour la partie fonctionnement. Et donc, tout ça, ça concerne les salaires des employés municipaux. Et on s'attelle depuis 2-3 années là, à vraiment faire très, très attention à notre trésorerie de façon à ne pas mettre justement en jeu cette notion-là. Il est prévu dans une collectivité, on va dire, en bonne santé, d'avoir entre 2 et 3 mois d'avance de paiement des salaires en trésorerie. Et nous, au plus bas, on est descendu parfois à 2. Voilà, à 2, peut-être un tout petit peu moins de 2 à un moment donné. Mais bon, voilà, on fait très, très attention à ça parce que, oui, là, c'est pas possible de jouer avec ça. Voilà, n'hésitez pas pour les questions. Même avec un tout petit peu de retard, on peut y revenir. On peut y revenir, non. Alors, si on revient effectivement sur le point sur les autorisations de programme crédit de paiement, y a-t-il des questions ou des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc, on passe au point 7. Et Laurent va pouvoir se reposer une seconde puisque je propose que ce soit M. Mazet, Jean-Michel qui rapporte sur le point de la mise à disposition des salles communales et des tarifs y afférents. Tu as un micro, très bien. Merci Frédéric, bonsoir à tous. Oui, comme chaque année, il est prévu que nous faisons une mise à jour de règlement des salles et ses tarifs pour une application au 1er janvier. Et nous souhaitons apporter des précisions sur la mise à disposition des salles communales pour les groupes et associations politiques. Nous mettons à disposition les salles en période électorale et hors période électorale pour des réunions de travail avec création d'un nouveau tarif. Donc ça, c'est tout nouveau, avec un tarif de 50 €. Nous souhaitons également ajuster les tarifs existants pour la mise à disposition de salles en période électorale pour l'organisation de réunions publiques. Auparavant, nous avions un tarif de 50 €. Nous souhaitons passer à 100 € ce tarif, sauf bien entendu pour des élections municipales sur lesquelles la gratuité est conservée comme auparavant. Nous souhaitons aussi pour les associations lupoviciennes qui ne justifient pas d'une réelle activité au sein de la commune, pourront bénéficier d'une mise à disposition de salle communale selon un tarif lupovicien fixé comme pour les associations. Les associations lupoviciennes seront aussi considérées comme non actives, enfin actives locales, et si elles ressemblent au moins à 3 éléments suivants. Demande de subvention déjà effectuée, communication de détail du nombre d'adhérents sur la commune, détail des activités réalisées, demande de mise à disposition de salle communale et des disponibilités pour recevoir soit monsieur le maire ou les élus. Malgré l'inflation de cette année, les tarifs mis à disposition pour les lupoviciens, pour les locations normales, les tarifs resteront inchangés. Je vous laisse lire le tableau, regarder les différents tarifs et le Conseil est appelé à en délibérer. Merci Jean-Michel. Alors, en fait, de remarques très rapides. Sur le premier point, ne voyez pas là une quelconque allusion à la situation politique actuelle qui pourrait nécessiter de nouvelles élections. Néanmoins, effectivement, dans notre règlement, on ne parlait que des élections municipales. Donc là, maintenant, on parle de toutes les élections avec un tarif. Et puis, pour les associations lupoviciennes actives, c'est vrai qu'on a ressenti le besoin de préciser le règlement
puisqu'il y a un grand nombre d'associations lipoviciennes actives qui continueront à bénéficier, bien sûr, d'une mise à disposition gratuite. Mais effectivement, il peut y avoir quelques cas d'associations inscrites réellement, mais ça ne suffit pas, hein, qui ont inscrit une domiciliation sur Saint-Leu. Mais c'est vrai que pour donner un coup de pouce, encore faut-il avoir un minimum de confirmation d'une activité réelle. Voilà. Donc, merci à M. Mazet d'avoir rapporté sur tout ça. Y a-t-il des questions complémentaires? Puisque le reste des tableaux reste inchangé, bien entendu. Il n'y a pas de relèvement de tarifs, d'ailleurs, pour des raisons financières pour l'instant. Des questions, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Le point 8, je propose que ce soit M. Éric Muller qui le présente. Bonsoir à tous. Alors, le point 8 a pour objet l'identification de zones d'accélération pour les énergies renouvelables. Vous le savez, dans le contexte actuel d'augmentation des coûts de l'énergie et de la volonté de la France d'aller vers une indépendance énergétique de plus en plus élevée, dans ce contexte-là, une loi a été votée en début d'année, exactement le 10 mars 2023. C'est la loi APER, accélération pour la production des énergies renouvelables. Et cette loi permet aux communes de définir des zones sur leur territoire, des zones dites d'accélération pour la production des énergies renouvelables. Donc cette loi permet en gros de faciliter et d'accélérer les projets liés à la production d'énergie verte. Donc, quand on parle d'énergie verte, c'est tous les projets éoliens, photovoltaïques, biomasse et autres. Donc, comme je le disais, toutes les communes doivent se prononcer sur ces zones dites d'accélération des énergies renouvelables. Et ça doit se faire aussi par le biais d'une concertation citoyenne. Nous, la concertation citoyenne, elle a déjà été faite par le biais de diverses communications. Et notamment, la plus marquante, c'était la réunion publique qui s'est tenue le 11 décembre dernier. Une fois ces concertations réalisées, les conseils municipaux doivent délibérer sur ces zones d'accélération. Pour le territoire de Saint-Leu, 3 zones ont été définies. La plus grande, c'est le parc à cendres dans la zone du Renoir, le parc à cendres de l'ancienne centrale à charbon EDF. La deuxième zone concerne l'actuelle carrière Anthrope, qui est en train d'être comblée. Et la troisième zone, plus petite, concerne le parking du magasin Lidl. Parce que dans cette loi d'accélération des énergies renouvelables, toutes les surfaces commerciales, enfin tous les parkings en tout cas de plus de 1500 m², auront l'obligation de mettre des ombrières avec des panneaux photovoltaïques. Donc Lidl est concerné, puisque son parking fait plus de 1500 m². Donc tout ceci étant dit, alors, petite précision, hein, tout projet qui serait amené à venir en dehors de ces zones d'accélération ne serait pas forcément refusé, mais devrait faire l'objet d'une procédure administrative un peu plus approfondie. Je précise aussi que les projets qui viendraient dans les zones que nous aurons définies ne garantissent pas une autorisation par défaut. La délibération qu'on donnera ne donne pas un quitus à tous les porteurs de projets. Je ne sais pas si tous les projets ont été affichés à l'écran. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce point 8. Je ne sais pas si Frédéric, tu as des choses à rajouter. Merci, tu as dit l'essentiel. C'est vrai que la gageure, c'est que cette loi est à la fois une loi d'accélération pour les collectivités qui le veulent, pour des zones précisément dénommées. C'est le travail qui a été fait.
Mais c'est aussi une loi qui donne aux collectivités plutôt la possibilité de freiner ou de refuser et d'exclure des projets d'énergie renouvelable quand ils sont pas quand la commune n'est pas en accord sur certains principes ou quand il n'y a vraiment pas de partie du territoire qui s'y prêterait. Nous, comme Éric l'a dit, on parle pour l'instant, bien entendu, quand je dis pour l'instant, je retire, on parle que de solaire, pas d'éolien, que de solaire, de photovoltaïque. Et on parle de zones qui sont un peu plus larges que certains projets, mais qui intègrent des projets qui ont déjà été évoqués. Et Laurent me remet sous les yeux au bon moment le fait que lors de notre dernière réunion, nous avions donné un accord de principe pour le projet de parc photovoltaïque sur l'ancien parc Cassandre. Donc on avait eu l'occasion effectivement de décrire un peu ce projet. La zone d'accélération qui est définie est un peu plus large que ce projet, parce qu'il y a notamment des réflexions dont nous avait fait part l'entreprise Messer, hein, qui est à côté du parc Cassandre. Et puis il y a peut-être des coteaux le long de la voie ferrée qui pourraient aussi servir à d'éventuels projets dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, il est un fait qu'il y a déjà un projet que nous avons soutenu. La deuxième grande zone, c'est la carrière Anthrope, donc, qui est actuellement remblayée dans les conditions dont nous avions eu à connaître et qui effectivement pourrait donner lieu à la cession de ce terrain à la ville et à la location de ce terrain par la ville à un exploitant de projet photovoltaïque. Et puis le troisième, comme tu l'as dit, là c'est indépendant d'un projet que nous pourrions soutenir, mais on a pris quand même contact avec le seul supermarché concerné par la nouvelle réglementation, et c'est Lidl, et effectivement ils ont bien compris qu'ils avaient à envisager un projet sur leur parking ou sur leur toit. Donc ça, c'est vraiment un projet à part. Donc c'est trois exemples assez différents en termes de configuration du fait qu'il vous est proposé de soutenir d'une manière assez large le développement de l'énergie photovoltaïque sur notre territoire. Mais on ne parle bien que de ce type d'énergie renouvelable. Y a-t-il des questions ? Des votes contre cette définition de zone d'accélération, des votes d'abstention, donc unanimité, je vous remercie. Si nous passons au point 9, le micro revient à Laurent Tarassi sur le tableau des effectifs. Merci Frédéric. Alors, en préalable, un rappel que le Code général des collectivités territoriales et que le Code général de la fonction publique, notamment les articles L313-1 et L332-8, nous disent quand même que c'est à nous, ici, au conseil municipal, que revient de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. C'est bien ici que ça se fait. D'où l'importance de vous présenter systématiquement, dès qu'on imagine des changements ou des embauches ou des départs, de valider tout ça ici. Là, ce nouveau tableau nous permet d'évoquer plusieurs thématiques. Tout d'abord, le recrutement qui est en cours d'un gestionnaire de projet applicatif et donc de la nécessité de créer les postes associés. Si vous regardez le premier tableau qui concerne les créations d'emplois, vous avez les deux premiers points, technicien principal de première classe et technicien principal de deuxième classe, qui correspondent à cette future embauche. Et en fait, je vous rappelle le principe, on essaye toujours de créer plusieurs postes à différents niveaux, ce qui nous permet d'avoir un choix de candidats beaucoup plus large, parce que sinon, s'il faut être pile poil au niveau demandé, on aurait forcément moins de candidats. Et ensuite, évidemment, ça fait partie de l'analyse. Est-ce qu'on le prend à ce niveau-là ou est-ce qu'on ne le prend pas à ce niveau-là? Mais en tout cas, ça ne nous limite pas dans le nombre de candidats, ou limite moins, on va dire. Donc, on crée 2 postes pour cette embauche. Ensuite, on a le souhait de pérenniser l'emploi d'un adjoint d'animation contractuel actuellement sur un statut de remplaçant. Et donc, c'est le 3e poste qui va être créé, celui qui est dans la filière animation. Et donc, c'est adjoint d'animation à 90%. Ensuite, il y aura le recrutement d'un agent polyvalent des services et la nécessité de mettre à jour son temps d'emploi.
Et vous retrouvez donc dans le tableau création et dans le tableau suppression, d'abord en suppression, l'emploi adjoint technique à 75% qui, lui, va être supprimé pour être remplacé par adjoint technique à 70%. Et puis ensuite, tous les autres postes dans le tableau suppression correspondent à des postes qui sont vacants et inutilisés en ce moment, donc ils sont supprimés du tableau des emplois. Donc vous avez les 3 derniers postes qui sont supprimés dans ces tableaux. Voilà, le Conseil est appelé à en délibérer. Merci. Y a-t-il une précision à apporter sur la date? C'est bon, non? Ah, d'accord. Y a-t-il donc des questions sur... Oui. Le micro. Gestionnaire applicatif. Micro, rapproche-toi. Ouais, Pour c'est bon, là pour le compte rendu. Je vois les postes de gestionnaire applicatif. Effectivement, il y a encore beaucoup de projets logiciels à mettre en place. Et puis, il me semblait qu'il y avait un accord aussi avec la DSI de l'AXO. Alors, deux points différents. Il n'y a pas énormément de logiciels à ajouter, mais il y a beaucoup d'optimisation à faire sur la vingtaine de logiciels qui existent déjà. Et donc, c'est effectivement avant tout pour ça. C'est un accompagnement à la bonne utilisation, non pas technique, mais organisationnelle. C'est-à-dire que les logiciels métiers, c'est fait pour pratiquer son métier encore mieux en gagnant du temps et en rendant plus de services aux usagers. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que ce poste est recherché. Et c'est quand même aussi un poste d'interface sur l'ensemble des systèmes d'information, parce qu'actuellement, depuis le départ, il y a maintenant presque 1 an du titulaire, on n'a pas d'interface. Donc, sur le fonctionnement au quotidien, on a un prestataire, on ne peut pas dire qu'on soit démuni, mais ça manque un petit peu quand même, et il y a quand même quelques logiciels à envisager. Notamment dans le domaine de... Il y a une réflexion nouvelle, je me tourne vers Jean-Michel, des locations de salles, de l'optimisation de l'occupation des salles sportives. On envisage récemment effectivement un logiciel métier, mais c'est tout récent et ça n'a pas du tout fait l'objet encore d'un chiffrage et c'est pas intégré. Mais voilà, il y a quand même au fil de l'eau quelques logiciels, mais c'est avant tout de l'optimisation. Et puis, quant à la relation avec l'AXO est très clairement, et nous l'a dit, hein, on a rencontré le nouveau directeur des systèmes d'information. L'AXO est focalisé sur la fusion des 2 services administratifs de l'AXO elle-même et de la ville de Creil, en termes de système d'information. Donc, c'est un gros morceau. Et alors qu'il y a d'autres synergies recherchées dans d'autres domaines, là, dans ce domaine-là, ils ne sont pas preneurs de partager un poste ou d'élargir la mutualisation, en fait. Donc, comme c'est quand même un poste qu'on aurait du mal à occuper à temps partiel, on est parti sur un recrutement à temps plein de ce poste. Après, idéalement, on devrait pouvoir organiser une mutualisation. Ça, c'est pas du tout envisagé, c'est pas du tout exclu. On est en permanence, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, sur les frais de personnel, en train d'essayer d'être créatif pour bien entendu que tout le monde soit bien occupé et qu'il n'y ait pas de regrets sur les effectifs engagés, en fait. Voilà les 2 précisions que je pouvais apporter. Merci pour la question. Y a-t-il d'autres questions sur ce point 9. Donc, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point 10 sur les besoins en saisonnier. Donc, dans ce point 10, il est rappelé les lois et décrets qui évoquent ce sujet, et notamment le fait que la collectivité a la possibilité de recruter des agents contractuels de droit public pour faire face temporairement à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité. Ça, c'est sur une durée maximale de 6 mois. Et puis, ça peut être renouvelé pendant une même période de 12 mois consécutifs. Les sujets en question qui nous ont fait faire cette délibération, créer cette délibération, concernent comme chaque année, hein, on reste sur les mêmes thématiques, hein, on a une petite nouvelle, mais sinon c'est à peu près les mêmes thématiques. D'une part, alimenter en animateur le centre de loisirs durant les vacances scolaires. Ensuite, alimenter le service technique durant la période élevée d'activité, notamment des espaces verts,
sur la période d'été. La notion d'avoir un agent qui serait rattaché au pôle culture pour la période d'ouverture du musée. Le renfort de l'équipe de distribution de toutes les communications que nous rédigeons, notamment l'infomérie et d'autres, bien évidemment. Et puis, le dernier point qui est un peu nouveau, c'est tout ce qui est en besoin occasionnel pour l'accompagnement d'enfants en situation de handicap et à la sensibilisation du personnel d'animation durant le temps périscolaire du midi. Voilà. Alors après, vous avez le détail, donc thématique par thématique. La première, ça concerne le centre de loisirs, avec les périodes de vacances, le nombre d'agents. Il s'agit bien d'adjoints d'animation contractuels à temps complet. Ils doivent bien évidemment justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle dans le secteur de l'animation. Et la rémunération se fera sur le grade d'adjoint d'animation. Selon le diplôme, ils seront rémunérés. Donc, par exemple, pour un animateur non diplômé à l'échelon 1, l'animateur stagiaire à l'échelon 3, et un animateur qui serait diplômé du BAFA ou du BAFD à l'échelon 6. Pour les services techniques et le recrutement dans la période d'été, espace vert, hein, on est donc sur la période de 15 juillet, 15 septembre. Il s'agit... Ah, je t'en prie. Petit amendement de date. Juste pour recaler la date, je demanderais, et si vous en êtes d'accord, qu'on mette 1er juillet, 15 septembre. Ça sera modifié si on le vote dans la délib. Parce que ce serait divers de 15 jours si on a besoin au 1er juillet en fonction de la météo, en fonction de tout ça. Donc plutôt 1er juillet, 15 septembre. C'est pas pour ça qu'on prendra au 1er juillet, mais en tout cas, on a la possibilité de le faire si c'est nécessaire. Est-ce que l'adjoint responsable des finances est d'accord? Oui, c'est une très bonne idée. Merci Sébastien. Donc il s'agit là pour le coup de 3 adjoints techniques contractuels à temps complet et ils seront rémunérés sur le grade d'adjoint technique échelon 1. Pour la partie pôle communication, il s'agit de 8 adjoints contractuels à temps complet. Donc là c'est sur toute l'année et c'est vraiment sur des moments très ponctuels où il y a besoin pendant 2 jours sur une journée complète de distribution dans toute la ville. Donc là, ces agents contractuels à temps complet seraient rémunérés sur le grade d'adjoint technique échelon 1. Pour la partie périscolaire midi, il s'agirait de 3 adjoints d'animation contractuelle à temps non complet. Donc là, on serait sur du 8,75 35e. Et donc, encore une fois, ça permettra d'assurer l'accompagnement d'enfants en situation de handicap et une sensibilisation du personnel d'animation. Ça, c'est sur toute l'année également. La rémunération se fera sur le grade d'adjoint d'animation échelon 1. Et pour le pôle culture et l'ouverture du musée, il s'agit d'un adjoint du patrimoine contractuel à temps non complet. Là, on est sur 4,35e. Ce n'est pas sur toute l'année, c'est sur la période d'ouverture du musée, donc du 1er mai au 1er octobre. Et ça permettra de faire l'accueil au musée. La rémunération se fera sur le grade d'adjoint du patrimoine échelon 1. Et le conseil est appelé à délibérer de cette proposition, excusez-moi, le titre exactement, de la détermination en besoin en saisonnier. Voilà. Merci. Y a-t-il des précisions autres que celle qui a été apportée finalement à l'avance par Sébastien Roth? Non. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Alors, on passe à la partie intercommunale qui va être synthétisée avec le talent qu'on leur connaît par plusieurs personnes. Monsieur Muller pour les déchets, Monsieur Hautecoeur pour les transports, puisqu'en fait, on parle d'une séquence là, obligatoire qui est de présentation des rapports d'activité des différents services produits, des services rendus par l'agglomération Creil-Sud-Ouest. Nous aurons aussi l'eau potable et l'assainissement par Laurent. C'est ça, hein, ouais. Non, mais non, pas de problème. C'est toi. Et après, la dissolution du SMIOS, événement fâcheux, je peux rapporter moi-même, sauf si quelqu'un veut le faire. Et ensuite, les travaux d'éclairage, enfin, pardon, le SE60, il y aura un point qu'on passera peut-être à Monsieur Muller. Alors, on revient aux déchets, service de l'AXO. Éric Muller, merci. Donc, concernant le rapport d'activité 2022, j'insiste, 2022,
Il y a toujours un an de décalage entre l'année passée et la présentation des rapports, hein, le temps qu'ils soient écrits, présentés en conseil communautaire et après présentés en commune. Donc là, on parle bien du rapport d'activité déchets de l'AXO. Donc ça concerne la collecte des déchets, parce que je rappelle que le traitement est géré non pas par l'AXO, mais par le SMDO, le syndicat mixte du département de l'Oise. Alors ce rapport 2022 met l'accent sur la performance du tri. Ça part d'un constat. Le constat que sur l'ensemble de l'Oise, notre agglomération, l'AXO, est la moins bonne élève sur le tri, sur la performance du tri. On est les bons derniers de l'Oise. Donc de ce fait-là, plusieurs actions ont été engagées après concertation en réunion des maires, commission environnement. Tout d'abord, ça a commencé par une étude de caractérisation des déchets. Pourquoi nos poubelles ne sont pas bien triées? Concernant les bacs jaunes, dans les études qui ont été menées, un tiers des déchets qui étaient dans les bacs jaunes n'avaient rien à y faire. Ce sont des refus de tri, des gens qui ont, enfin, des déchets qui n'ont pas leur place. Donc ça fait des refus de tri, ça engendre des coûts supplémentaires, et dans certains cas, ça peut même, c'est toute la benne qui peut être mise en refus de tri. À l'inverse, il y a des études qui ont été menées aussi sur les bacs ordures ménagères. Là aussi, on retrouve des déchets qui sont valorisables, des emballages, des produits qui bénéficient de filières de valorisation, mais comme ils sont dans les ordures ménagères, eh ben, ils ne sont pas valorisés. Ils l'auraient été s'ils avaient été dans les bacs jaunes. Ces ordures ménagères aussi contiennent à peu près la moitié de biodéchets. Biodéchets, des épluchures, autres, qui pourraient être valorisés en local chez les personnes via des composteurs, notamment. Donc ça, c'est aussi des coûts de traitement qui pourraient être évités si les déchets étaient mieux triés à la source. Pour aller plus loin sur le tri, il y a eu aussi en 2022 un appel à manifestation d'intérêt de façon à développer des poubelles collecte sélective dans les lieux de haute fréquentation. Et c'est dans ce cadre-là que sur la commune de Saint-Leu-d'Esserand, des poubelles biflux ont été installées dans le parc de la Garenne, au City Stade et au parc Grousset. Donc ça, c'était un peu un bilan, un constat des actions qui ont été actées par la suite. Concernant l'évolution des tonnages, si on se focalise uniquement sur l'AXO, on peut voir que 2022, comparé à 2021 et 2020, il y a eu une baisse des tonnages, un peu dans tous les domaines, hein. Les ordures ménagères, la collecte sélective, les déchets verts aussi. C'est peut-être l'effet post-Covid. 2020, 2021, les gens étaient chez eux, ils ont peut-être plus consommé que s'ils avaient été en extérieur. Donc, on peut supposer que c'est un contre-coup de l'effet Covid. Juste un chiffre aussi, hein. Le poids des ordures ménagères par habitant et par an, c'est 268 kilos en moyenne. Je ne parle pas de foyer, je parle vraiment d'habitants. Chaque habitant sur le territoire produit en moyenne 268 kilos. Parlons chiffres maintenant. Tout ça, collecte et traitement, c'est un peu plus de 6 millions. 6 millions. La collecte à elle seule, c'est 3,6 millions. Et le traitement, 2,6 millions. Auquel il faut rajouter 2,6 millions aussi pour le fonctionnement de la déchetterie, des déchetteries. Voilà ce que je pouvais dire en synthèse sur ce rapport déchets de l'AXO. Merci, Eric. Donc, effectivement, là, on est sur un rappel. Je crois que ça ne marche pas. Si. Merci.
On est sur un rappel de l'activité 2022 qui est déjà un peu ancienne, mais il s'est passé des choses en 2023 et notamment la réflexion sur les biodéchets. Tu l'as évoqué, mais on va devoir y revenir parce que l'AXO ne sera pas forcément à l'heure du 1er janvier, qui est le moment où la loi demandait aux collectivités d'organiser quelque chose de nouveau, mais on va y revenir dans les prochains mois et l'AXO va nous solliciter aussi pour relayer une communication sur les biodéchets, avec même, désolé si tu l'as dit, mais je ne pense pas, avec même une proposition de venir donner toute une série de composteurs aux habitants qui n'en auraient pas déjà un. Alors c'est une pratique ancienne depuis 10 ans à Pierre-Sudoise à l'époque de distribuer ou de faciliter l'accès aux composteurs. Donc ça va être prolongé et renouvelé, mais il y aura aussi d'autres leviers nouveaux pour mettre de côté ces biodéchets. Donc on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains mois. Y a-t-il d'autres remarques sur cette présentation, puisque on doit quand même en délibérer, ou en tout cas dire qu'on prend acte. Notre délibération dit que nous prenons acte que le rapport a été présenté et qu'il est disponible pour le public. Donc des questions ou des votes contre ce fait de prendre acte, des abstentions, je n'en vois pas. Ah ouais, mais il faut faire plus que de cligner un œil, hein, parce que là, autrement, Non, c'est je veux dire, perdu. il n'y a pas pour l'instant, on n'est pas encore dans l'optique de, comme on peut retrouver parfois, le fait de peser les déchets et de facturer les ménages par rapport à leur poids de déchets. Il n'y en a pas de discussion sur le sujet pour l'instant? Non, parce que globalement, tout est lié. Les éléments que je suis en train d'évoquer pour le biodéchet vont rajouter une bonne raison d'avoir des ordures ménagères résiduelles qui pèseront moins qu'avant. Puisque entre le tri qui doit faire l'objet, comme ça a été dit, de nouvelles approches de communication pour éviter que le tri invalide, enfin un mauvais tri invalide l'action de trier, hein, puisque c'est bien ça. Il y a des refus de gestion des poubelles jaunes quand elles sont mal triées. Donc, et ça, c'est ce qui vient d'être dit par Eric. Là, je rajoutais les biodéchets qui, de mémoire, doivent représenter un tiers des poubelles normales, en fait. Et donc, si la nouvelle loi est respectée, c'est ce flux-là qui sera retiré des poubelles traditionnelles, en fait. Donc, il ne restera plus que le résiduel, le mot est juste, la portion congrue. Et c'est pour ça qu'il y aura moins besoin d'aller, je dirais, inciter les personnes à ne pas jeter en calculant le nombre de levées ou le poids jeté. Ça a pu être une bonne idée dans certaines collectivités, mais là, effectivement, on est un peu passé sur autre chose. En même temps, je dirais, c'est la théorie, parce que s'il y a toujours des déchets qui sont mal triés, ça, c'est pas fait encore. Par contre, j'imagine que comme toutes les villes n'ont pas le même jour de tournée, toutes les villes n'ont pas le même jour de tournée de déchets. Donc, Non. globalement, sur les refus de déchets, on doit savoir globalement de quelle commune ça vient. Alors, pas tant que ça, parce que les tournées peuvent être sur plusieurs communes. Mais effectivement, il y a des stats quand même qui ont été ventilés par commune. On est vraiment... Et ça donne quoi pour ça? on est plutôt dans les moins mauvais. Et les Je le pires? redis. C'est des zones très urbaines de l'agglomération, mais pas forcément les quartiers dits difficiles. Ah. Ça peut être les quartiers centraux de ces plus grandes villes. Mais effectivement, notre performance n'est pas mauvaise, mais elle est encore perfectible. Et elle n'est pas forcément plus mauvaise dans l'option qui nous est un peu propre, c'est les fameux containers en point d'apport volontaire, en semi-enterré en fait, qui est une pratique qu'on a quand même largement développée et dans le collectif et dans des nouveaux quartiers qui restent du collectif mais qui ne sont pas forcément des logements aidés en fait. Hein. Donc je parle bien de ces containers semi-enterrés
les performances de tri ne sont pas plus mauvaises que dans les containers individuels poubelles jaunes. En fait. Mais si je dois donner un ordre de grandeur, on doit parler de 17% de mauvais tri. L'idée, c'était que toutes les villes descendent à 15, en dessous de 15. Voilà. On n'y est pas encore, nous, mais d'autres sont plutôt à 35 ou 40. Voilà le chiffre que je peux quand même livrer compte tenu de ton insistance. Y a-t-il, mais il faudrait remettre à jour ces chiffres parce que ça a déjà 6 à 9 mois. Y a-t-il d'autres questions sur ce premier rapport? Donc, on avait voté déjà? Pas vraiment. Non. Alors, y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Donc, merci pour ce rapport numéro 11. On passe donc au rapport numéro 12 avec Monsieur Hautecoeur sur les transports urbains. Merci Frédéric, bonsoir à tous. Effectivement, donc je vais vous faire un petit compte-rendu de ce rapport. Alors l'offre kilométrique a augmenté de 20% en 2022 et continue à augmenter en 2023. Les lignes régulières ainsi que les transports donc, à la demande ont elles aussi augmenté. Les actes d'incivilité, elles, sont en baisse. Je reviendrai sur les chiffres en fin d'explication. Il y a une augmentation aussi des recettes, mais elle ne couvre que 14% des dépenses de fonctionnels. Et l'objectif pour cette année, donc 2023, est de consolider l'équipement financier du contrat et de l'allégation du service public. En ce qui concerne les vélos, l'allocation des vélos aussi en augmentation et a dû trouver normalement plus de personnes en 2023. C'est ce qui a amené aussi à l'installation d'équipements sur le stationnement des vélos que vous avez dû apercevoir dans les différentes communes de l'Axo. Il y a eu aussi cet été une modification des équipements embarqués, donc les équipements de contrôle, ce qui a permis d'améliorer l'intermodalité tarifaire au bénéfice des usagers. Donc il y a encore eu, au moins sur la commune de Saint-Leu et en ce qui concerne nos écoliers, nos étudiants, les gens du collège, il y a encore des petites erreurs. Donc on travaille avec le prestataire justement pour remédier à ce système. Et en respect de la loi de la transition énergétique, l'Axo va être obligé de remplacer 50% de ce matériel pour s'équiper de véhicules qui va fonctionner au biocarburant, et ce qui va amener un vrai tournant dans le transport urbain de l'Axo. Il y a aussi un lancement d'études pour la réalisation d'aménagements sur les berges de l'Oise. Donc on a même une réunion prochainement, Frédéric, sur le sujet. Donc les berges de l'Oise qui concernent Creil, Montataire et donc Saint-Leu. Donc on a une réunion dans les prochains jours justement pour continuer cette réflexion. Alors maintenant je vais donner un petit peu des chiffres, ce que je vous disais. Donc en kilomètres, on a 1 645 187 km parcourus, donc ça fait 11% d'augmentation. On a 3 27 503 déplacements sur l'ensemble du réseau, donc 13% d'augmentation, ce qui représente 18 537 voyages du service de transport à la demande, donc le TAD. Et là, on est à 73%, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une nette augmentation. Les abonnements scolaires sont en hausse aussi de 18%. On est aujourd'hui à 6 382 abonnements scolaires. Les habitants qui bénéficient du pass solidarité, donc en augmentation de 13%, il y a 1234 habitants qui bénéficient de ce pass solidarité. Les recettes commerciales donc, sont en hausse de 19%. On est à 1 452 024 € de recettes. Les personnes contrôlées ont aussi augmenté, donc 25% de contrôle en plus, 48 678 personnes, ce qui a amené à une augmentation des procès-verbaux, 88%, ce qui représente 7 380 procès-verbaux. Les actes d'incivilité ont eux baissé, certainement dû à la présence humaine, un peu plus de contrôleurs dans les bus. Donc on a eu que, mais c'est toujours trop, 82 actes d'incivilité recensés. Et les vélos loués, 52 vélos ont été loués en 2022, ce qui représente 35 vélos de plus. Et l'augmentation est significative pour l'année 2023.
Voilà pour le rapport en chiffres de transport urbain sur l'Axo. Merci Stéphane, tu as dit l'essentiel. Alors, juste un petit mot sur effectivement ce qui est l'un des 6 grands projets du mandat, donc c'est la voie sur berge Creil-Montataire-Saint-Leu, tu l'as dit. Effectivement, il y a encore une réunion à venir, mais il y en a eu déjà sur plusieurs années. Toute l'étude globale sur ces 9 km de berge est faite. Il nous reste effectivement à caler les choix définitifs du type de revêtement selon les segments, avec la grande question que une voie douce mérite un revêtement doux, mais qu'il faut prendre en compte la maintenance des revêtements, et c'est ce qui est en train d'être accepté par l'AXO, et donc il vaut mieux un mode de revêtement un peu plus traditionnel, mais qui sera moins compliqué à entretenir dans la mesure où en plus on est dans un environnement humide. Voilà. Et puis on doit aussi caler le phasage des différents segments de manière à commencer quelque chose avant la fin du mandat, ça c'est sûr, mais par contre peut-être acter que le sujet ne sera pas entièrement fini à la fin de ce mandat-là. Mais de toute façon, il vaut mieux aller, non pas lentement, mais raisonnablement et ne rien louper, puisque nous devons harmoniser, pour le segment du centre-ville du Quai d'Amont, nous devons harmoniser les travaux de l'AXO et nos propres travaux à caler sur la voirie du Quai d'Amont, qui n'est pas en très bon état. Il faudra d'ailleurs regarder si on peut reboucher quelques trous à court terme, en dehors même, bien sûr, de travaux à moyen terme. Voilà la seule précision que je voulais donner, mais pour le reste, effectivement, Stéphane a dit l'essentiel. Est-ce qu'il y a des demandes néanmoins de précision sur ce beau sujet ? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc le point 13 sur l'eau potable et 14 sur l'assainissement. Merci Frédéric. Donc concernant l'eau, l'AXO a un service unique qui gère l'eau potable et l'assainissement. Service unique composé de 8 agents. Et donc il gère toutes ses compétences. Donc la compétence eau et assainissement, mais peut-être d'autres que vous n'imaginiez pas. N'imaginiez pas. La compétence SPANC, service public d'assainissement non collectif. La compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. La compétence SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et la compétence DECI, défense extérieure contre l'incendie. Tout ça, c'est le service eau de l'AXO qui s'en occupe. Concernant l'eau potable, on va faire un focus là-dessus maintenant. Toutes les communes de l'AXO, sauf Saint-Maximin, ont une délégation de service public en régie intéressée. Et Saint-Maximin, elle a une délégation de service public en affermage, avec le même délégataire pour tout le monde, c'est Suez. Les contrats sont différents, et donc j'imagine qu'à l'issue de la fin du contrat pour Saint-Maximin, tout le monde sera réuni dans le même contrat global. C'est l'objectif en fait, hein. C'est à terme, que ce soit pour l'eau potable ou que ce soit pour l'assainissement, qu'on ait tous le même contrat. Parce que du coup, on n'a pas la même tarification au sein de l'AXO. Notre contrat à nous, pour l'ensemble des communes, la majorité des communes, c'est un contrat de 8 ans qui a démarré en 2017, donc qui court jusqu'à juillet 2025. Celui de Saint-Maximin, il a démarré en 2014, il dure 12 ans, donc au moins jusqu'à mars 26, avant une vraie fusion totale. Les faits marquants de l'année 2022, donc comme le disait Eric très justement, hein, il y a un gros décalage, on n'est pas en train de vous parler de 2023, c'est 2022. Et j'ai ciblé Saint-Leu. Février-mars, il y a eu une campagne de recherche de fuite sur Saint-Leu-d'Esserand. Avril, raccordement sauvage sur le branchement électrique de la vanne de modulation rue de Boissy à Saint-Leu-d'Esserand. Mai, campagne de recherche de fuite sur Saint-Leu-d'Esserand. Mai, campagne de vérification des hydrantes sur Saint-Leu-d'Esserand. Août, arrêt de la surpression du Haut-Neuillet à Saint-Leu-d'Esserand, suite raccordement au DN400. Octobre, renouvellement de canalisation rue de l'Abreuvoir aux Moines à Saint-Leu-d'Esserand. Novembre, mise sous tension de la vanne de modulation rue de Boissy à Saint-Leu-d'Esserand, suite au rapatriement du compteur EDF dans l'armoire électrique. Décembre, mise en service de modulation de pression à Saint-Leu-d'Esserand. En fait, sur toute l'année, il y a beaucoup d'actions et d'activités sur Saint-Leu. Je vous donnerai des chiffres. Il y a eu, pour l'eau potable en tout cas, de grosses dépenses faites par l'AXO pour Saint-Leu. Les chiffres, on va les voir en détail après.
En nombre d'abonnés, l'Axo, c'est grosso modo un gros 30 000 abonnés. À Saint-Leu, on dépasse un peu les 2000, on est à 2046. C'est 6 800 000 mètres cubes d'eau qui sont produites. On en achète et on en vend. On achète notamment au SIAE de Villers-sous-Saint-Leu ou au CIVOM de Mélo et Cire-les-Mélo pour 460 000 mètres cubes d'eau chaque année, en tout cas en 2022. Et on en revend l'équivalent de presque 900 000 mètres cubes au SIAE de Villers-sous-Saint-Leu aussi. Donc c'est rigolo, on en achète et on en vend au SIAE de Villers. Et on en vend par contre à Verneuil et à la CCLVD Lyon-Courtois, donc à une agglomération qui est voisine de l'Axo. On a des pertes. On a des pertes en eau et qui sont assez conséquentes en fait. Vous allez voir, je vais vous parler de toutes ces mesures de performance. On est à quasiment 1 600 000 mètres cubes d'eau perdue. Saint-Leu-d'Esserand, en nombre de consommation, donc il y a une moyenne qui a été faite sur toute l'Axo, c'est 145 mètres cubes consommés en moyenne par an, par abonné sur l'Axo. Et à Saint-Leu, on est à 112, donc on est en dessous de la moyenne. On consomme finalement pas beaucoup d'eau par rapport à l'ensemble des communes de l'agglomération. Si on retirait en plus les collectivités industrielles, la moyenne passerait de 145 mètres cubes à 99 mètres cubes. C'est juste pour dire que toutes ces grosses entreprises, elles consomment beaucoup d'eau. Linéaire, ça c'est intéressant. Tous les tuyaux là, qui nous alimentent en eau potable, sur l'Axo, ça correspond à 342 km de tubes. On a des réservoirs, bien sûr, pour stocker l'eau. Il y en a 13 sur tout le territoire, essentiellement à Creil, Montataire, Villers-Saint-Paul. Il y en a aussi à Précy-sur-Oise, avec des bâches d'eau traitée, Cramoisy, Savas-les-Mélos, Rousselois. On a des ouvrages de production, donc tout ce qui est forage, champ captant, etc. Il y en a évidemment beaucoup à Précy-sur-Oise. En tout, il y en a 6 à Précy-sur-Oise et 1 à Rousselois. Voilà ce que je voulais vous raconter. Ensuite, il y a les ouvrages de surpression, de façon aussi à permettre à amener l'eau, à gérer tous ces flux. On en avait un à Saint-Leu, au quartier du Haut du Neuillet, et il a été donc démantelé en 2022, et tout le quartier a été raccroché à une conduite normalement pressurisée. Donc ça, c'était un des gros changements sur Saint-Leu en 2022. En termes de renouvellement des réseaux, alors c'était un gros projet qu'avait l'agglomération, parce qu'on a vraiment un réseau très très vieillissant et qui occasionne beaucoup de fuites et beaucoup de pertes. Il y avait quelque chose de très ambitieux qu'on a du mal à atteindre, parce que forcément ce sont des coûts. Sur l'année 2022, l'Axo a renouvelé 1 km 254 de réseau et Suez 597 mètres linéaires. En tout, c'est 0,58% de la totalité du réseau, ce qui n'est pas monstrueux. En termes de rendement, alors le rendement, c'est volume consommé plus volume vendu, d'accord? Donc tout ce qui est utilisé sur volume produit et volume acheté. On est à 80% et grosso modo, c'est plutôt un rendement qui est reconnu comme bon. Vous allez voir qu'en revanche, sur tout ce qui est indice linéaire de perte en réseau, c'est pas terrible. Sur le réseau de l'Axo, donc les 10 communes sur 11, on est à 12,8. Alors ça, l'unité, ce sont des mètres cubes par kilomètre et par jour. Donc perdu, 12,8 mètres cubes par kilomètre par jour. Et on se situe plutôt sur un réseau dit médiocre. Voilà. Ensuite, sur l'eau potable, je voulais aborder avec vous. C'est un petit peu plus, je crois. Je ne sais plus, Frédéric. Taux d'impayé, c'est important aussi. On est à 4,61%, taux moyen d'impayé.
Quand pour une gestion en régie comme on l'a, nous, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies dit qu'on est plutôt à hauteur en moyenne de 1,15%. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'impayés sur l'agglomération. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, rappelez-vous, il avait été instauré notamment une aide sociale pour le paiement aux factures de l'eau, parce que c'est un vrai gros sujet dans toute l'agglomération. Donc voilà, 4,61%, ce n'est pas anodin. Fuite sur canalisation, on en a eu 95 en 2022. Ça fait plus 40% par rapport à 2021. C'est juste pour dire que le réseau est vraiment vieillissant. Et donc, il y a eu énormément de recherches de fuites dans toutes les communes et beaucoup sur Saint-Leu. Il y a eu des fuites sur branchement également, plus quasiment 25%. Fuites sur compteur, plus 52%. Donc voilà, c'est une bonne image de ce qu'est notre réseau. Les dépenses qui sont prévues être faites pour renouvellement, Suez, normalement, il est prévu qu'il réalise chaque année un équivalent de 800 mètres de conduite au diamètre 100 pour un total de 800 000 euros. Donc ça correspond grosso modo à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand l'agglo, elle a dépensé pour 2 100 000 euros hors taxe d'investissement. Des travaux en cours et à venir. Alors, bien évidemment, il y a un taux de fuite qui reste très important. Donc, l'idée, c'est d'agir pour diminuer ces fuites, notamment sur tous les facteurs qui peuvent engendrer un nombre important de casses. Alors, ça consiste en le remplacement des conduites en polyéthylène par de la fonte. Il y a aussi tout ce qui est les branchements en polyéthylène noir qui est un peu cassant, qui doit être remplacé petit à petit par du polyéthylène bande bleue. Et ça, vous avez peut-être eu ça déjà dans vos maisons. Il y a eu l'idée d'augmenter le renouvellement des canalisations. Et pour ça, en 2022, ils ont fait une étude pour essayer d'obtenir un logiciel performant qui permettra de prioriser plus précisément tous les renouvellements à faire. Et normalement, il devait être mis en action en 2023. Donc, je vous raconterai la suite de l'histoire fin d'année prochaine sur l'effet de ce logiciel. Améliorer la recherche de fuite par le biais d'une sectorisation plus précise, mise en place d'une réduction de pression à l'échelle de tout le périmètre, et notamment, il cite la commune de Saint-Leu-d'Esserand, la réduction de pression a été mise en œuvre mi-2022, un meilleur rendement est attendu en 2023. Identifier et réduire les sources de régime transitoire de pression qui, sur le long terme, causent du stress mécanique. Tous ces changements de pression, bien évidemment, ça fait travailler toutes les conduites. Il y a un vrai sujet sur toutes les prises d'eau, sur les poteaux incendies. Alors, c'est le vol, bien évidemment, nombre de vols d'eau constatés de façon conséquente, et aussi tout ce qui est ouverture intempestive d'hydrantes lors des périodes de forte chaleur. Donc, ils ont mis en place des systèmes de sécurisation avec des carrés d'ouverture en 2022. Voilà, je vous parlais des dépenses qui ont été faites, notamment sur la ville de Saint-Leu. Je crois qu'on a eu la plus grosse dépense, si je ne vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est la plus grosse dépense de l'année. On a eu un sondage qui a été fait avant les travaux d'aménagement d'eau potable dans la rue d'Ardilière pour 11 900 euros. Ça, ce n'était pas les plus gros. Mais surtout, on a eu les travaux de connexion du réseau d'AEP, quartier du Haut-du-Neuillet avec la rue d'Ardilière. Et ça, il y en a eu pour 258 000 euros. La qualité de l'eau, ça c'est aussi un sujet important parce que ça a été un vrai moment mis sur le devant de l'actualité, peut-être au cours de l'année 2022 et 2023. Il y a tout un tas de nouvelles molécules qui ressortent et qui sont maintenant demandées d'être analysées. Et toutes ces molécules-là, qui n'étaient pas auparavant analysées, on a du mal à identifier et à reconnaître le taux acceptable du taux non acceptable. Donc on se base souvent sur des pays voisins, notamment l'Allemagne, pour utiliser ce qu'eux font déjà. Bon. Les produits en question, notamment en 2022, c'était la chloridazone d'esphényl. En 2023, il y a eu d'autres choses comme le chlorothalonil R47-1811 et les perchlorates. Juste pour dire que l'AXO est suivi par l'ARS, que les seuils observés n'empêchent pas la consommation de l'eau potable et que les solutions préventives et curatives sont en cours de déploiement. Notamment, il est prévu qu'il y ait des conversions de certains filtres à sable des usines pour améliorer tout ce traitement.
Et il est reconnu que les dernières molécules émergentes que l'on retrouve et que l'on recherche sont souvent des dérivés de produits de traitement agricole qui étaient malheureusement autorisés à une époque, qui ne le sont plus maintenant. Et donc, voilà. L'idée, c'est bien évidemment d'éviter et d'adapter toutes les pratiques agricoles autour des forages. Voilà. Le prix maintenant. Dans notre prix, il y a bien évidemment l'abonnement et la consommation. Il y a également des redevances qui sont perçues notamment pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre la pollution. La TVA sur l'eau potable, un rappel, c'est 5,5%. Et le prix de l'eau varie chez nous entre 1,73 TTC et 1,90 le mètre cube. Donc il y a un exemple qui est donné dans ce rapport sur 120 mètres cubes pour les communes qui sont en régie intéressée de l'AXO. Ça correspond grosso modo à 227 €. C'est un tout petit peu moins cher pour Saint-Maximin, qui a un tarif plus avantageux. Le compte annuel de cette gestion, c'est positif. Grosso modo, il y a des recettes à hauteur de 5,2 millions, des dépenses à hauteur de 4,5 millions, il y a un bénéfice de 700 000 €, et c'est partagé de façon équitable entre le délégataire Suez et l'AXO, la régie intéressée. Voilà pour cette partie eau potable. Merci Laurent. Ce service fait partie des services à la population très anciens. Ça remonte au 19e siècle et pourtant on oublie un petit peu que ce n'est pas un miracle, c'est le résultat d'efforts de beaucoup d'équipes. J'ai juste un commentaire sur le taux de perte. Effectivement, ça doit être entre 15 et 20% de perte sur notre réseau. Au moment où le président de la République a présenté un plan sur l'eau en mars dernier, il a évoqué l'idée qu'il y avait des dizaines et des dizaines de collectivités qui ont un taux de perte de plus de 40% en fait. Donc c'est évidemment très impressionnant. Et c'est pour ça qu'il a annoncé des aides particulières pour ces collectivités dont le service fonctionne forcément mal, parce que ça veut dire que ça révèle que les infrastructures sont très anciennes et qu'elles sont devenues des passoires en fait. Donc on n'en est pas là, 15 à 20% c'est toujours trop, donc c'est pour ça que Laurent a rappelé tous les investissements qui sont faits pour remettre à niveau nos canalisations quand il y a souci, et c'est aussi pour ça que les travaux de la rue d'Ardillères à Saint-Leu étaient très importants, parce qu'on a commencé par les canalisations d'eau qui nous avaient quand même fait faux bond à plusieurs reprises depuis plusieurs années. Voilà. Je pourrais aussi parler pour le coup de la tarification incitative, mais ça c'est une réflexion nationale qui n'est pas propre à l'AXO. En gros, il y a un rapport à venir du Conseil économique, social et environnemental qui amènerait à trouver la solution pour que, en gros, les premiers 120 mètres cubes, puisque c'est un peu la moyenne de consommation d'un foyer moyen, soient à un prix accessible, mais qu'après, toute consommation supplémentaire soit plus chère. La difficulté, c'est ça que doit résoudre le Conseil économique et social, c'est que forcément, une famille de 7 personnes va consommer logiquement plus qu'une famille de 2 personnes. Et la question, c'est de savoir si cette donnée, on arrive à la prendre en compte dans le système de manière à ne pas reprocher à une famille nombreuse de trop consommer, en fait. Donc là aussi, la suite dans quelques mois, puisque le débat est en cours. Mais c'est effectivement une des voies pour inciter la population à faire un peu plus attention à l'eau, en fait. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ce qu'a résumé Laurent? Madame Salvador. Je me suis plongée dans le rapport sur l'eau. J'ai remarqué sur la page 9 qui parle des prélèvements. Il y a une non-conformité de 75% sur la page 9. Et plus tard, sur la page 21, il y a une conformité de 100%.
Alors, je me pose des questions sur cette... pour moi, c'est pas logique. Voilà. Comment on explique cet écart de 25%? Il faut quand même pas oublier qu'on boit ça tous les jours. Alors, tu as raison, il y a je pense, une incorrection et plus qu'un doute à avoir. À mon avis, c'est une boulette qui est dans le rapport. On pourra poser la question à l'AXO. Et je me demande même d'ailleurs si il nous a été donné la version finale. Je ne suis pas sûr parce qu'il y a plein de petites remarques, de traits rouges, barrés, etc. Donc je ne pense pas que ce soit la version finale. Donc à mon avis, c'est une erreur, Eva. Tu as vu qu'il y avait deux... alors attends, il faut que je retrouve juste la page par contre. Sur les conformités en question, là. Hein. Il y a 2 lignes. Ouais, en fait, il y a 2 sujets. Oui. Tu as le taux de conformité de la microbiologie et tu as le taux de conformité des paramètres physico-chimiques. Voilà. Et c'est sur les physico-chimiques où effectivement, dans la synthèse des chiffres, il parle de 75%, et plus tard, sur le paragraphe complet, c'est 100%. Voilà. Mais je pense que, pour le coup, tu es sceptique, mais je pense que le chiffre, c'est bien ça, c'est 100%. C'est-à-dire que par rapport aux normes qui sont recherchées... Bien entendu, si on lit le rapport qui est fourni avec la facture de l'eau, il y a une explication un peu particulière de l'ARS concernant la qualité de l'eau, qui dit bien qu'ils ont relevé des anomalies plus élevées que précédemment et que, comme tu disais, Frédéric, ils ont ajusté, ou je ne sais pas si c'était toi, Laurent, ils ont ajusté le taux en le remontant de 1,5 à 3, c'est-à-dire la conformité de l'eau, de la présence de certains particules. Tout d'un coup, elle se retrouve à 3 alors qu'elle était à 0,5. Moi, ça me pose question. Alors pour le coup, encore une fois, hein, Eva, moi je ne suis pas spécialiste. Ce qui est dit, et j'étais dans les discussions avec les délégataires quand ils viennent rapporter tout ça à la commission de délégation de services publics, etc. J'en fais partie à l'AXO. Donc ils expliquaient tout ça, et notamment que toutes ces nouvelles molécules, en fait, il n'y a absolument aucune norme qui existe. Donc, ils récupèrent à droite et à gauche, dans les pays qui étudient déjà ce genre de taux, pour se donner une base de départ, mais en fait, le taux, il est à définir. Et donc, effectivement, peut-être qu'après certaines recherches et constats qu'il n'y avait pas de problème particulier, la norme remonte en disant, ouais, jusqu'à cette norme-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut être sceptique, mais sur quoi tu te bases pour être sceptique? Tu vois? Voilà, je n'ai pas de réponse à t'apporter. Je pourrais poser la question, en revanche, à une prochaine réunion à l'AXO, hein, sans problème. Hein. Ils sont assez ouverts sur le sujet. Y a pas de, voilà. Je ne peux pas t'apporter de réponse plus que ça. D'accord, merci. Non, mais je pense qu'effectivement, Laurent, qui est membre de la commission environnement, c'est ça ? Peut tout à fait obtenir ces infos. C'est un sujet qui est loin d'être clos sur la qualité de l'eau, et ça ne fait même que commencer, puisqu'on sait qu'il y a effectivement des nouveaux indicateurs qui ne sont pas forcément pris en compte dans les études actuelles et qui vont l'être de plus en plus. Donc bien entendu, ce n'est que le début du dialogue qu'on peut avoir. Moi, ce qui est important, et vous le montrez bien, c'est qu'on peut avoir délégué un service à la population emblématique, à l'intercommunalité, et chercher quand même à comprendre ce qui se passe. Donc c'est quand même très technique. Il faut, comme les autres sujets qui ont été évoqués, faire l'effort de faire la synthèse, surtout que les données sont parfois globalisées, donc on a du mal à se les approprier sur notre commune. Mais voilà, je pense qu'il faudra reprendre aussi ce sujet dans la commission développement durable de la ville pour essayer d'avoir une liste de questions sur laquelle on aura des réponses via nos délégués, bien sûr.
Et je veux bien, Eva, si tu as des connaissances ou de la documentation que tu es allé chercher ailleurs, etc., que tu me donnes de la matière pour que moi je puisse défendre les idées et les questions avec des faits, avec des choses avérées, quoi. Je veux bien que tu me fournisses, que tu m'alimentes. J'avais envoyé sur le groupe WhatsApp à une époque un lien vers un article particulier. Je l'ai gardé, je peux te le renvoyer. C'est vrai que c'est archi ennuyeux, mais comme on le voit tous les jours, bah, ça m'inquiète. Très bien, merci pour cet échange. Y a-t-il d'autres remarques sur ce service de l'eau potable? Donc, même tarif, des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Alors, sur l'assainissement. Merci Frédéric. Je vais vous épargner toute la présentation du service parce que c'est le même qui s'occupe de ça. En revanche, l'organisation de l'assainissement, de la même façon, pour quasiment toutes les communes de l'agglomération, c'est une délégation de service public en régie intéressée. Cette fois-ci, sauf, non pas Saint-Maximin, mais Meyzel, Cire-les-Mélos et Mélos, qui ne font pas partie de l'agglo, mais qui sont regroupés au sein d'une délégation de service public en affermage. C'est l'ex-CIVOM de Cire-les-Mélos. Le délégataire pour la majorité des communes en régie intéressée AXO, c'est Suez. Par contre, pour Meyzel, qui est à coquiner donc avec Cire-les-Mélos et Mélos, c'est Veolia. Le contrat pour l'AXO, c'est 8 ans, même moment, 2017, au moment de la création de l'AXO. Et donc la fin, ce sera juillet 2025. Et en revanche, pour Meyzel, c'est 20 ans. Et donc, ça a été créé en 2015. Ils en ont jusqu'à 2035. Donc, au moins jusqu'en 2035, et on ne sera pas tous à la même cantine. Les chiffres. Alors, pour le nombre d'abonnés, on est à peu près sur la même chose, hein. On a presque autant d'abonnés au potable que d'abonnés assainissement, presque, parce qu'il y en a qui ne sont pas raccordés, hein. Donc, globalement, c'est un peu plus de 31 000 sur l'AXO, et chez nous, c'est 2009. Tout à l'heure, on était à 2046, et là, on est à 2009. En termes de volume facturé, là, on est plutôt sur un gros 4 millions de mètres cubes. Tout à l'heure, on était en produits consommés à plus de 6 millions d'eau potable. En termes de consommation, on parle aussi de consommation, hein, pour l'assainissement. La moyenne sur l'agglomération, c'est 131 mètres cubes, et à Saint-Leu, c'est 103 mètres cubes. C'est pareil, on est une des communes sur les 11 à consommer le moins d'assainissement. Ça, ok. Alors ensuite, on différencie bien évidemment les linéaires de réseaux d'eau usée du linéaire des réseaux d'eau pluviale. Ce sont bien deux choses différentes. Le linéaire des réseaux eau usée, ça correspond à 232 km. Pour l'eau pluviale, c'est 192 km. Il y a des ouvrages pour faire fonctionner tout ça, notamment ce qu'on appelle des postes de refoulement pour les eaux usées. Ça permet de faire transiter au moyen de pompes les effluents sous pression et de leur permettre d'atteindre les stations d'épuration qui sont les plus éloignées. Sur toute l'agglomération, 75 postes de refoulement. Il y en a 6 à Saint-Leu. Il y a des postes de refoulement également pour l'eau pluviale, mais il y en a beaucoup moins. Il y en a 12 et nous n'en avons pas à Saint-Leu. Il y a des ouvrages annexes comme des déversoirs d'orage, des bassins d'orage, il y a des dessableurs ou des déshuileurs, il y a des séparateurs à hydrocarbures, il y a des avaloirs grilles et il y a des regards. Et des regards, vous en doutez bien, sur toute l'agglo, il y en a une tripotée, il y en a quasiment 15 000. Ouvrage d'épuration. Alors, ça, c'était juste pour vous donner une petite info. C'est que nous, par avenant, il a été admis que les eaux usées de Saint-Leu-d'Esserand étaient envoyées par convention de transport et de traitement avec la communauté de communes telloises sur la station d'épuration de Villers-sous-Saint-Leu. Donc, il y a une convention qui existe toujours. Et donc, les eaux usées de Meyzel sont envoyées dans la station de traitement de Cire-les-Mélos par contrat de délégation du CIVOM. Ça, c'était... voilà. Ensuite,
il y a tout un, dans ce rapport, et je vais sauter, vous irez voir si jamais ça vous intéresse, il y a tout un explicatif du fonctionnement des stations d'épuration qui existent sur l'agglomération, et il y en a 3. Il y a la plus grosse, c'est la station d'épuration de Montataire. Ensuite, il y a celle de Villers-Saint-Paul, et la plus petite, c'est celle de Saint-Maximin. Donc, je saute tout ça, vous irez voir si ça vous intéresse. Tuc. Voilà. Ensuite, il y a des indicateurs de performance. Alors, il y a un indicateur notamment, c'est le taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif. C'est le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement par rapport au nombre d'abonnés. C'est intéressant ça. Tous ceux qui pourraient être raccordables et qui sont vraiment raccordés. En 2022, on est à 99,8%. Mais il y a quand même un petit 0,2% qui traîne, qui devrait pouvoir se raccorder, qui ne l'est toujours pas. Il y a des enquêtes de conformité qui sont faites régulièrement. Il y en a de plus en plus. Et en 2022, il y en a eu 374. Il y a eu 374 branchements qui ont été contrôlés. Et sur les 374, 162 anomalies constatées. Donc ça fait 62% de conformité seulement. C'est pas énorme. Et les anomalies, elles peuvent aller du raccordement d'une gouttière au réseau d'égout à, par exemple, l'inversion de réseau et l'envoi de l'eau usée au réseau d'eau pluviale. Voilà. Parfois, certains particuliers sont encore en fosse septique alors que le réseau passe dans la rue. Il y a également des bilans, des enquêtes de conformité, des branchements, des activités économiques. Donc là, on parle des industries. Et c'est intéressant aussi. Hein. En 2020, alors il y a beaucoup moins de contrôle de conformité, mais il y en a eu 9 faites en 2022. À votre avis, combien de non-conformités? 8. C'est-à-dire qu'il y a 11% de conformité sur les entreprises et tout ça qui ont été inspectées. Bon, pas exemplaire, encore une fois. Tout ça, je vous laisserai le lire. Un taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte et des eaux usées, c'est pas beaucoup, hein. 0,01% fait sur la régie intéressée de l'AXO, et à Maisel, 0%. Alors c'est vrai que l'eau potable, c'est un vrai gros sujet, et on y porte beaucoup d'attention, et ça coûte cher, donc on n'en fait pas beaucoup. En revanche, tout ce qui est assainissement, c'est pas une grosse préoccupation, et pourtant je pense que les réseaux sont aussi vétustes. Taux de réclamation. Alors on considère comme réclamation tous les gens qui se plaignent sur l'odeur, les débordements, les infiltrations, la qualité de la relation clientèle. Par contre, le prix, c'est pas pris en compte là-dedans. Et en taux de réclamation, on est à 0,13 pour 1000. Taux d'impayé, on est encore à un haut niveau. Hein. En 2022, on est à 4,99. Quand la Fédération nationale dit grosso modo que pour une régie intéressée, on devrait être à 1,15. Donc encore une fois, il y a beaucoup de factures sur l'agglomération Creil-Sud-Ouest qui ne sont pas payées. Bon, voilà. Beaucoup moins de curage qu'à une époque. Il y en a de moins en moins. Il y a eu moins 30% sur le réseau d'eau usée. Il y a eu moins 60% sur le réseau d'eau pluviale. En revanche, il y a eu beaucoup plus de désobstruction. Il y en a eu 56 faites sur le réseau de l'AXO, alors qu'il y en avait eu 0 en 2020, 0 en 2021, et 147 sur les branchements de l'AXO. Il y en avait eu plus de 2 fois moins en 2021. Donc voilà, plutôt de la désobstruction plutôt que du curage. Il y a eu également des inspections télévisuelles qui ont été réalisées, mais moins que les années précédentes également. En termes de dépenses engagées, les délégataires ont dépensé presque 300 000 € en travaux de renouvellement. Alors, les travaux en cours et à venir, excusez-moi, et quand le service d'assainissement de l'agglo a dépensé pour 650 000 €. Travaux en cours et à venir. Alors, il y a mise en place de dégrilleurs ou de broyeurs, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait de nombreuses arrivées de déchets, et notamment de lingettes. Il y a de plus en plus de lingettes qui créent de gros problèmes. Donc voilà, il y a besoin de mettre ça, des dégrilleurs ou des broyeurs. Ensuite, il y a une grosse analyse sur les micropolluants
qui est relativement significatif sur les rejets en milieu naturel. Et donc, il y a tout un sujet qui va être mis en place. Il y a l'étude pour la mise en place d'une torchère sur la station de Montaterre, notamment parce que cette torchère, c'est un équipement de sécurité indispensable pour brûler tout le biogaz qui est en excès en cas de défaillance des chaudières. Il y a eu la réhabilitation du poste Baroche à Saint-Leu-d'Esserand qui est prévue, notamment en raison de l'augmentation des abonnés qui sont raccordés au réseau en amont du poste et à des non-conformités. Voilà, et approche des limites de la station d'épuration de Villers-Saint-Paul. Actualisation du schéma directeur. OK. Les travaux, c'est pareil, je ne vous en parle pas. Vous irez voir. La gestion du pluvial. Donc, gestion des réseaux du pluvial urbain en régie, entretien des exutoires, bassins et réseaux des fossés en régie, inondation de voiries récurrentes à Villers-Saint-Paul. Bon, ce sont des sujets qui, si ça vous intéresse, vous pourrez aller les voir. Indicateurs financiers sur le tarif. Donc, évidemment, le tarif de l'assainissement, c'est pareil. Il y a le coût d'un abonnement et le coût de la consommation. La TVA n'est pas la même en assainissement. C'était 5,5 sur l'eau potable, c'est 10% sur l'assainissement. Et puis, il y a une convergence des tarifs qui est recherchée. Un avenant a été conclu entre Suez et l'Axo sur les contrats de DSP afin d'intégrer l'assainissement des communes de Saint-Maximin, Cramoisy, Tiverny, Saint-Vaast-les-Mélos, Saint-Leu-d'Esserand en début d'année 2022. Les tarifs appliqués aux abonnés sont désormais les mêmes pour l'ensemble des communes et sont donc identiques à ceux de Creil, Nogent, Montaterre et Villers. Donc au 1er janvier 2022, c'était entre 1,65 et 2,94 sur le prix. Et donc 120 mètres cubes, ça correspond à presque 200 euros sur l'Axo, quand sur Meisel, qui fait partie donc, du CIVOM de Cire-les-Mélos, les mêmes 120 mètres cubes, c'est 350 euros. Donc c'est vachement plus cher. Donc je pense qu'eux, ils ont hâte que le contrat se termine, malheureusement, 2035. Voilà, et je voulais juste vous faire après, encore une fois, un petit bilan financier global de l'activité. C'est pareil, c'est positif. Hein. Donc les recettes sont à hauteur de 4,8 millions, les dépenses à hauteur de 4,3 millions. Le delta, on est à un peu moins de 500 000 euros. Et ça, c'est partagé entre le régisseur qui garde 300 000 euros et le maître d'ouvrage qui garde 170 000 euros. Voilà. Ça, c'est le partage qui est prévu. Ben, je crois que vous savez tout sur l'assainissement. Et nous étions demandeurs. Merci beaucoup, Laurent. Donc, y a-t-il des remarques sur ce rapport ? Non. Eh bien, alors, je propose d'approuver la présentation de ce rapport et prendre acte du fait qu'il a été présenté. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, je vais rapporter brièvement sur le point 15 qui concerne un syndicat mixte intercommunal qui est en train d'être dissous. C'est un syndicat qui regroupait une quarantaine de communes, mais qui avait enregistré un certain nombre de retraits depuis quelques années. C'est un syndicat qui s'occupait d'organiser, ou qui s'occupe encore pour quelque temps, d'organiser des classes de neige pour les écoles. Et donc, effectivement, il y a quelques mois, les responsables ont conclu qu'il y avait une trop grande désaffection et puis une évolution un petit peu de la demande qui rendait le maintien de ce syndicat non nécessaire. C'est vrai qu'on le voit, les établissements scolaires s'orientent moins sur des séjours longs qui nécessitent l'organisation comme avant, j'allais dire, de classes de neige ou de classes vertes. On est sur des séjours plus courts, plus nombreux, moins lointains, peut-être une réticence des familles à financer des dépenses trop importantes, même si dans certains cas, les collectivités subventionnent largement les sorties. Donc, en bref, ce syndicat SMIOS a été dissous et il est donc nécessaire que chacune des 40 communes adhérentes se prononce sur cette décision de dissoudre.
Et il vous est donc proposé d'approuver malheureusement cette dissolution et de retenir la clé de répartition qui est en annexe, c'est-à-dire que ce sont les populations des 40 adhérents qui permettront de reverser aux différents adhérents le solde de la somme qui n'est pas précisée, quoique, je vais vous le dire tout de suite, la répartition de l'actif concerne... Alors, le SPINOS n'a pas d'emprunt en cours. Il y a une ligne de trésorerie qui avait été consentie mais qui sera remboursée. Et je vous donne l'actif. Il y a un bâtiment qui sera mis en vente. Il y a du mobilier, des équipements qui seront mis à disposition des communes membres. Et il y a à venir un excédent budgétaire, mais qui sera modeste et qui sera réparti au prorata des cotisations annuelles versées par chacune des communes membres. Voilà, donc il n'y a pas encore de trésor à se répartir. Voilà pour ce sujet. Donc, y a-t-il des questions sur cet avant-dernier point? Je n'en vois pas. Des oppositions non plus et des abstentions encore moins. Merci. Et point 16 que je renvoie à Éric Muller, s'il le veut bien, les travaux d'éclairage du terrain de pétanque en lien avec le syndicat intercommunal pour lequel il est notre représentant. Donc ces travaux d'éclairage du terrain de pétanque, ça va dans la continuité de notre programme d'économie d'énergie et de rénovation de notre éclairage public. Donc c'est le terrain de pétanque au niveau du complexe sportif Pascal Grousset. Donc il y a quelques projecteurs à remplacer par de la LED. Total du projet, 9 760 €. Participation de la commune, 7 702. Parce qu'il y a une subvention de 25% du SE60. Donc voilà, c'est assez simple comme projet. Donc le conseil est amené à délibérer sur le sujet. Merci. Questions? Opposition? Abstention? Je vous remercie. Et le dernier rapport, le micro reste devant Éric Muller pour le rapport annuel d'activité du syndicat d'énergie de l'Oise, qui s'appelait avant syndicat d'électrification de l'Oise. Donc comme tous les ans, on termine le dernier point du conseil municipal de l'année, c'est à chaque fois le SE60. Vous l'attendez tous avec impatience. C'est ça. Donc le SE60, syndicat d'énergie de l'Oise, comme vient de le dire Frédéric. Je vous le rappelle, c'est un syndicat de communes dont Saint-Leu-d'Estran fait partie. Et, le SE60 nous accompagne sur différents sujets. Je viens de le dire sur l'éclairage public, mais aussi sur l'amélioration énergétique de nos bâtiments, la performance énergétique de nos bâtiments. On a travaillé avec notamment concernant la télégestion de nos systèmes de chauffage. Ici, salariculture, école JB Clément. Pour présenter le syndicat en lui-même, le SE60 est ce qu'on appelle une AODE, c'est-à-dire que c'est une autorité organisatrice de la distribution de l'électricité. Le cœur historique de métier du SE60, c'est la gestion des réseaux électriques de l'Oise. Il faut savoir que le SE60 gère pas loin de 5000 km de lignes haute tension, 4700 km de lignes basse tension, et c'est pareil, un peu plus de 5000 postes de transformation. Donc, le SE60 a confié justement la gestion de ces réseaux à un concessionnaire qui est Enedis. Le contrat a été signé il y a 3 ans maintenant, un contrat de 30 ans.
Donc, ce sont des contrats sur des longues durées parce qu'il y a d'énormes investissements à engager pour maintenir la performance des réseaux électriques et éviter les coupures. Donc, la gestion de la concession, gestion de lignes haute tension, c'est le cœur de métier du SE60. Donc, forcément, il faut faire des travaux. Il faut faire des travaux pour entretenir ce réseau. 22 millions ont été consacrés à ces travaux en 2022. Le SE60, donc c'est l'éclairage public aussi. Un peu plus de 6 millions ont été dépensés l'année dernière pour remplacer les éclairages publics dans différentes communes, donc y compris Saint-Leu-d'Esserand. Je vous le disais, le SE60, c'est la transition énergétique, diagnostic des bâtiments, aide à la décision, mise en place de télégestion sur les systèmes de chauffage. Le SE60, c'est aussi les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Il y a maintenant 141 bornes réparties sur tout le département. On constate à peu près 200 charges par jour. Voilà, et pour terminer, le SE60, c'est aussi les groupements d'achat d'énergie. Ça, je dois dire que ça nous a bien aidé cette année, parce que plus on est nombreux, plus on peut jouer sur les prix. Le SE60, grâce à son système d'achat d'électricité et du gaz, a pu maintenir les prix de nos fournitures d'énergie. Même si cette année, on a pu constater une augmentation de 300 000 € de nos coûts de notre facture énergétique. Ça, c'est un chiffre qui avait été prévu par le SE60. Bon, certes, il a fallu l'encaisser dans notre budget, mais au moins, comme c'était prévu et que le SE60 nous avait aidé sur le sujet, on a pu le mettre au budget. Je fais un aparté, là, pour 2024, les prévisions sont en baisse. On devrait baisser de 25% à peu près notre facture énergétique. Donc, effectivement, ce que je disais, les marchés d'électricité 2022-2023, augmentation de pas loin de x2 et x3 sur le gaz. Donc, ça, c'était assez lourd pour toutes les communes. Le budget du SE60, des recettes à hauteur de 22 158 000 € et des dépenses 22 642 000 €. Voilà ce que je pouvais dire sur le SE60. Merci Eric. Donc, y a-t-il des questions? Oui, Frédéric Bettencourt. Plus fort. Oui, alors, je ne sais pas si c'est pour les collectivités publiques également, mais je sais qu'au niveau du tertiaire ou des bureaux, ils ont une obligation maintenant réglementaire, avec un objectif à plusieurs années, de baisser, d'améliorer leur performance énergétique et donc de baisser les consommations. Ça, c'est obligatoire, un plan jusqu'à 2050, avec des baisses drastiques. Je n'ai pas regardé si c'était obligatoire aussi pour le public. Je ne sais pas si vous avez creusé la question. Alors oui, et notamment parce que, qui est-ce qui nous dit ça souvent? C'est Renault. Il y a une obligation de neutralité carbone à 2050. Voilà. Donc il y a effectivement une forte pression qui se traduit par le fait qu'on nous rappelle qu'on peut nous aider à nous orienter vers la transition énergétique et écologique plus largement par des fonds comme le Fonds vert, qui est un nouveau fonds de subvention, bon, qui, quand on regarde les choses un peu plus largement, aspire des subventions qui étaient auparavant disponibles, mais là, elles sont plus fléchées qu'avant sur ce sujet de la transition. Il y a encore plus récemment un fonds présenté comme nouveau d'aide à la rénovation des écoles, mais qui, lui, en fait, est un réhabillage du Fonds vert et des autres dotations qui existaient, avec simplement une promesse que la transition énergétique dans les écoles serait
soutenu encore plus vigoureusement par l'État. Mais bon, on est quand même sur une formule que je n'ai pas inventée, qui est celle de Madame le sous-préfet de Senlis quand elle est venue récemment à l'agglo de Creil pour écouter pour entendre la liste des projets des communes de l'Axo. Elle dit beaucoup d'appelés, peu d'élus, et c'est une transparence qui doit encore être développée, c'est-à-dire le taux de sélection des projets. C'est important qu'on sache de plus en plus ce qu'il en est, parce que nous faisons de plus en plus de demandes de subventions. On l'a vu tout à l'heure avec les décisions du maire, mais on est souvent déçus. Voilà, donc il faut y aller. La pression, l'injonction est réelle. Les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Et c'est pour ça que, après avoir clos la séance sur l'ordre du jour à venir, nous répondrons à une seule question en ligne qui concerne la fiscalité. Et il y a d'autres questions sur la circulation qui pourront être traitées par les moyens classiques de notre site, de notre compte Facebook, par exemple, ou par les questionnaires sur le site de la mairie. Voilà, en tout cas, donc j'anticipe sur une petite question, mais y a-t-il d'autres questions sur ce sujet du SE 60 ? Non. Alors, y a-t-il des votes contre le fait d'avoir pris acte de ce rapport, des abstentions? Je vous remercie. Donc, la séance est close sur l'ordre du jour. On nous pose effectivement la question sur nos intentions fiscales. Donc, on ne va pas dévoiler tout de suite la réflexion qui aura lieu dans la procédure budgétaire. Néanmoins, un petit mot. Oui, c'est une question de M. Guyot sur le live, le Facebook Live. C'est juste pour... donc, je vous lis la question quand même, que tout le monde sache pourquoi je dis ça. Quelles sont les perspectives d'évolution de la taxe foncière en 2024 sur la commune, en plus de la hausse des bases locatives? Donc, c'est juste pour dire que tout ça, ça se vote en général au moment du vote du budget. Donc, pour nous, ce sera à nouveau fin février, début mars. Donc, on aura le temps d'en discuter tous ensemble. Qu'effectivement, depuis 2020, la loi de finances a prévu la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. C'est venu très progressivement. En 2023, il n'y avait plus de taxe d'habitation. Que les bases en 2023, on peut se le rappeler, M. Guyot a raison, elles ont augmenté. La base de la taxe d'habitation, 7,1%, celle de la taxe foncière bâtie, 7,83%, celle de la taxe foncière non bâtie, 6,7%. Mais que nous avions maintenu exactement les taux de 2023 sur les taux de 2022 sur ces sujets-là. Donc la commune touche toujours la taxe d'habitation, mais sur les résidences secondaires. Voilà. Donc il n'y a pas de projet du tout à ce stade d'augmentation de la taxe foncière à Saint-Leu-d'Esserand, mais dans notre réflexion budgétaire, on en parlera évidemment, et puis on décidera tous ensemble. Peut-être que l'idée d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires peut naître et en tout cas peut se discuter. Bon voilà, tout est ouvert et rien n'est décidé en gros. Oui, logement vacant. Je me fais le porte-parole de réflexion qui reviendra. Merci Laurent, et donc je propose de lever la séance, mais ne vous levez pas vous-même. Après qu'on fasse la suspension de séance, notamment médiatique,